Le projet de loi de finances 2023 a été déclaré recevable à l'Assemblée nationale et renvoyé à la commission ECOFIN. Mais quelle est la part réservée à la défense nationale? On en saura un peu plus dans ce nouveau numéro de votre émission. Madame, Messieurs, bienvenue. Pour en parler, justement, je reçois pour vous Alfred Maïcha, député national, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian, bonjour aux téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, de vous recevoir ici sur Télé 50. Mine de rien, c'est un plaisir partagé. Alors, vous avez pris part à tous les travaux jusqu'hier. Le Premier ministre s'est présenté et a été auditionné par vous, les élus du peuple, notamment sur la loi de finances 2023. En tant que député national, quel est votre jugement? Ce texte est-il réaliste? Oui, Christian, de tout le temps, le budget en République démocratique du Congo est confronté à 3 défis. Le premier défi, c'est l'ambition. La taille du budget, la capacité du gouvernement à mobiliser les finances publiques. À mon avis, on n'est pas encore arrivé là où il faut, mais un pas de géant a été fait. Il y a peu, on avait des budgets qui étaient inférieurs à 10 milliards de dollars. Les 10 milliards étaient un cap, on l'a franchi et maintenant on l'a dépassé. Le deuxième défi, ça consistait à la répartition de recettes budgétaires aux différents secteurs de la vie sociale, économique au niveau national. Il avait été toujours décrié que la part des institutions était assez exagérée par rapport à la part réservée au secteur, notamment porteur de croissance et du social. Le projet de budget que nous venons de recevoir paraît quelque peu répondre à cette préoccupation. En ceci que, je l'ai dit lors du débat général sur les budgets, je suis heureux de réaliser que toutes les institutions politiques au niveau national n'atteignent même pas 6%. Ce qui est une bonne chose selon vous. Pour moi, ça va. Si déjà à la présidence de la République, on a 1,96%, à l'Assemblée nationale, c'est autour de 1,60%, 1,6%. Le Sénat a moins de 1% du budget, c'est 0, quelque chose. Le pouvoir judiciaire a un budget plus ou moins égal à celui de l'Assemblée nationale. Et je l'ai dit, je le répète, 2 fois supérieur à celui du Sénat. Donc, toutes les institutions centrales mises ensemble ne dépassent pas un total plus ou moins égal à 6% du budget au niveau national. Vous pensez que ça peut favoriser la justice sociale? Bon, laissez-moi vous montrer maintenant ce qu'il y a de l'autre côté. Exactement. L'enseignement primaire, secondaire et technique, qui hier avait difficilement 4% du budget, à 14%. Donc on a son budget multiplié presque par 4. Ce n'est pas encore assez, mais c'est encourageant. Et je vous dis, s'il vous plaît, là, nous avons 14% de 14 milliards. Contre 4%, il y a peu de 11 milliards. Donc, l'enveloppe aujourd'hui destinée à l'enseignement me paraît capable d'impulser la situation. Je vais y arriver, attention. La défense, vous l'avez énoncé, était à 3 points quelque chose pour cent au budget passé. Aujourd'hui, elle est à 6,7%. Et ça, c'est au niveau des prévisions telles que présentées par le gouvernement. Avant de toucher l'aspect... Et la commission va effectivement
amélioré. Alors, avant de toucher, les autres secteurs, allez-y, notamment l'enseignement supérieur universitaire, la recherche scientifique et les autres secteurs de croissance mis ensemble, on peut atteindre plus ou moins 50% du budget. Et j'imagine, à mon avis, que ce défi-là est en train d'être atteint. Mais le troisième, et le plus important, c'est la gestion saine des finances publiques. On peut bien mobiliser les recettes, les ressources. On peut bien les avoir réparties entre les différents secteurs. Mais le troisième défi, c'est la gestion saine des finances publiques en République démocratique du Congo. Alors, à mon avis, rapidement, je vais si je considère la loi de reddition des comptes que nous venions de voter il y a peu, c'est là où il y a encore du travail à faire. Avant de toucher l'aspect sur la défense, il y a quand même une préoccupation. La population se pose la question, est-ce que cette loi de finances, parce qu'il faut rappeler que ce sont des projections par rapport à l'année prochaine en termes de dépenses et de recettes, est-ce que cette loi de finances va impacter positivement sur le social des Congolais? Oui, j'ai dit, en principe, oui. Parce que ça ne sert à rien d'avoir un budget chiffré à 14 milliards, 14,6 milliards et avoir une population pauvre. En principe, oui. Parce que nous disons que la répartition actuelle tient compte des secteurs porteurs de développement, c'est-à-dire les investissements, les infrastructures en général. Ça tient compte également du social, notamment l'enseignement, la santé, qui a autour de 4 ou 5% du budget, la fonction publique, les affaires humanitaires et que sais-je. Mais pour que ça puisse effectivement répondre à cette préoccupation, il faut lever le troisième défi. À quel gestion, s'il vous plaît, la gestion saine des finances publiques. Parce que si nous restons dans les dépassements budgétaires, des crédits affectés seulement aux seuls politiques, c'est dangereux. C'est dangereux. À quel niveau peut-on évaluer? Et à ce niveau-là, voyez-vous, ça devient de la contre-performance. Pourquoi? Comme vous l'avez dit. Parce qu'en mobilisant l'argent, c'est le peuple qui donne l'argent au trésor public. Voyez-vous? Le contribuable, justement. C'est le contribuable. Alors, lorsque on investit et on paye les salaires, c'est maintenant l'État qui donne l'argent au peuple. À ce moment-là, le circuit se recycle et la croissance est vécue par tout le monde. Mais attention, si l'argent sort du contribuable vers le trésor et que ça s'arrête entre les seuls gestionnaires, là ça pose problème. Parce que ce qui est sorti ne revient plus. Au lieu d'être porteur de croissance, ça devient porteur de pauvreté. Au lieu de lutter contre la pauvreté, on entretient la pauvreté. Mais à quel niveau... Et c'est cela le défi majeur. À quel niveau la réduction du train de vie des institutions, à quel niveau c'est situé en termes de pourcentage, s'il faut évaluer cela? Bon, je n'ai pas malheureusement les budgets des exercices antérieurs et le budget que nous venons de recevoir, mais quand vous comparez, vous vous rendez compte que, en tout cas, cela est tenu en compte. Mais, je dis bien, il faut revenir au troisième défi. On peut avoir prévu 1,9% pour telle institution, mais si le ministre de budget ne s'est pas dit que, monsieur, vous avez épuisé votre crédit, je ne liquide plus vos engagements. Le ministre des Finances ne s'est pas refusé d'opérer un ordonnancement pour un crédit inexistant, mais on aura prévu 1,9, on payera un peu plus. Alors, et lorsqu'on paye un peu plus, ça signifie qu'il y a un secteur
qui avait du crédit qui n'aura pas été exécuté en sa faveur. Je l'ai dit en prélude. C'est donc à ce niveau-là que tous, en tant qu'organe de contrôle, l'Assemblée nationale, l'inspection générale des finances, le Premier ministre comme chef du gouvernement, le président de la République comme garant du fonctionnement de toutes les institutions, y compris l'appareil judiciaire, nous devons veiller à ce que ce troisième défi soit également... Alors, je l'ai dit en prélude, le texte a été renvoyé à la commission ECOFIN après l'audition du Premier ministre qui répondait justement aux préoccupations des élus nationaux relatives justement à la loi de finances. Les travaux au niveau de la commission de l'ECOFIN vont durer combien de temps? On a donné 15 jours et aujourd'hui... qu'est-ce qui s'y fait séance de prise de contact a eu lieu. Donc demain, qu'est-ce qui se fait dans l'entretemps? Oui. En commission, on réouvre les débats sur les options générales qui ont été levées par la plénière et les réponses auxquelles le gouvernement y a réservé. Il peut arriver qu'après les travaux de la commission, le texte soit rejeté? Non. Quand le texte est reçu, ce n'est plus un texte du gouvernement. C'est maintenant le texte de l'Assemblée nationale. Quand le projet de loi est reçu, le gouvernement est dessaisi. Maintenant, c'est le texte de l'Assemblée nationale qui peut l'améliorer selon qu'elle estime convenable. Donc, j'ai dit que lorsque nous avons reçu le texte, on est en commission, on réouvre le débat général, et là, tout député peut participer. Même nos membres de la commission ECOFIN, à la seule différence qu'il ne votera pas. Alors, après ça, on éclate également en sous-commission pour vérifier les dépenses, les autres pour vérifier les recettes des différentes régies, les dépenses des différentes institutions, les dépenses des différents projets. Et après, on revient encore en plénière. Il faut dire que de la commission maintenant. Ce texte à 80% a déjà la garantie d'être adopté. Non, mais bien sûr, nous ne l'avons pas. À 80%. En tout cas, je ne vois plus qu'est-ce qui peut arriver pour qu'on ne l'adopte pas. Par contre, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il n'est pas évident que nous l'adopterons dans la version actuelle. Très souvent, nous pouvons découvrir, et c'est le cas, nous pouvons découvrir d'autres recettes. Et ça monte. Nous pouvons découvrir des dépenses que nous considérons comme pas importantes, que nous supprimons. Et je vous en donne certaines, quelques-unes. Quand vous lisez le budget, et ça, je l'avais dénoncé la fois passée, mais c'est revenu, vous trouvez qu'il y a des organes ou des personnalités que nous prenons en charge doublement, que le Trésor public prend en charge doublement, et moi j'ai même pitié pour eux parce qu'ils sont dans une forme de prison à ciel ouvert. Nous avons 4 vice-premiers ministres, n'est-ce pas? Effectivement. Et chaque vice-premier ministre est ministre d'un secteur. Mais il a un seul bureau, il a un seul cabinet. Mais la loi budgétaire prévoit des frais de fonctionnement comme vice-premier ministre. Ce n'est pas une lourde charge pour l'État, s'il vous plaît, tout ça. Mais bien sûr, des frais de fonctionnement comme premier ministre et des frais de fonctionnement comme ministre. Bon, je prends le cas du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Il peut avoir autour d'1 million de fonctionnement au mois comme vice-premier ministre, en avoir autant, si pas plus, comme ministre de l'Intérieur. Mais quand il achète du papier, il impute à quoi? Quand il met du carburant dans son véhicule, il met à quel fonctionnement? Du vice-premier ou du ministre de l'Intérieur? Quand il tient une réunion à son bureau et que ça exige des frais, il engage lequel de ces deux crédits? Alors, Alfred Maïcha, moi j'avais plutôt estimé, à son temps, on avait des vice-premiers ministres qui n'ont pas de portefeuille. Ils devaient fonctionner comme tels. M. Emile Bongeli a été vice-premier ministre dans ce pays sans portefeuille. Ils étaient coordonnateurs de commissions de gouvernement.
Mais les vice-premiers ministres d'aujourd'hui sont en même temps responsables d'un portefeuille ministériel. Lorsque vous lui donnez les frais de fonctionnement comme vice-premier ministre, il faut changer les choses. Et vous prévoyez les frais de fonctionnement de son portefeuille ministériel, mais les jours où l'IGF tombe à son bureau, lui dit, mais monsieur, au cours de l'année, vous aviez autant comme budget de fonctionnement en tant que vice-premier ministre. Pouvez-vous justifier ce que vous en avez fait? Et dans l'entretemps, vous en aviez autant pour fonctionner comme ministre de tel secteur. Pouvez-vous justifier? Mais il est en prison. Pour vous, si je comprends bien, il propose au niveau de la commission que tous ces frais de fonctionnement affectés aux vice-premiers ministres qui sont responsables des portefeuilles ministériels soient récupérés comme des recettes supplémentaires qu'on peut affecter pour alléger la tâche de l'État. Et même pour alléger la tâche de ceux qui y sont, parce qu'ils sont dans une irrégularité notoire. Alors, qu'est-ce qui peut justifier, selon vous, parce qu'on part d'une augmentation quand même spectaculaire. On est parti de 7 milliards de dollars en 2022 à 14,6 milliards de dollars. Qu'est-ce qui peut justifier cette augmentation, selon vous? L'ambition. Vous voulez dire quoi par ambition? Oui, l'ambition. Donc, à son temps, on a eu des institutions qui ne voulaient pas aller loin, qui voulaient faire du surplace. Et deuxièmement, il y avait beaucoup de fonds qui échappaient au trésor public. Et même aujourd'hui, la République démocratique du Congo mérite mieux que 14 milliards. Et ce qui est ponctionné auprès des populations, c'est au-delà. Tenez, M. Christian. Est-ce que l'IGF y est pour quelque chose? S'il vous plaît, tenez, M. Christian. Mais nous sommes un des pays qui avons plus de parafiscalité. Tous les fonds de promotion de l'argent que nous avons au FONER, fonds de promotion de fonds mines, fonds de promotion de l'industrie, tous ces fonds-là, et avant-hier la RAM, c'est de l'argent qui échappe au trésor public. Bon, je suis de ceux qui étaient contre ça. Mais quand on m'annonce aussi la lourdeur du fonctionnement de notre chaîne de dépenses pour atteindre l'argent qu'il y a dans le compte du trésor public, selon les voies normales, il me revient que c'est... Est-ce que vous pensez que l'IGF y est pour quelque chose? Oui, c'est... La mobilisation des recettes, la lutte contre la corruption? Oui, il faut le reconnaître. Écoutez, l'inspection générale des finances a son allure aujourd'hui, sauf qu'il y a certains dérapages que l'on peut regretter, mais c'est dissuasif. C'est dissuasif. En amont, c'est-à-dire là où on collecte les recettes publiques, la constatation, la liquidation, le paiement, l'œil de l'IGF est là pour voir que vous avez constaté moins que ce qu'il fallait, vous avez liquidé moins que ce qu'il faut, vous avez perçu moins que ce qu'il fallait, et donc l'ordonnancement à ce niveau, ok, ça fait du bien. En aval également, lorsqu'on engage les dépenses. Et c'est là que nous disons, l'IGF, oui, il faut qu'il soit encore beaucoup plus actif. Nous-mêmes, en tant qu'organe du contrôle du peuple, le Parlement dans son ensemble, et le Premier ministre en tant que chef du gouvernement. Tenez, monsieur le rapidement, parce que nous avons dit un vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui se lamente. Il est bloqué par son collègue des Finances. Mais je me demande, à ce moment-là, où est le Premier ministre? En termes de chiffres, pouvez-vous nous donner... Tous ces dérapages-là, s'ils sont nettoyés, nous pouvons y arriver. Pouvez-vous nous donner des chiffres? Quelle est la part réservée à la défense nationale dans ce budget? Parce que le pays est en guerre, il faut le dire, hein, ouvertement. Oui, nous sommes agressés par le Rwanda et l'Ouganda. Je l'ai dit au départ. Et que notre armée a énormément besoin des moyens militaires. Je l'ai dit pour faire face à l'ennemi. Nous avons jusque-là, le gouvernement a prévu 6,7% du budget national. C'est sûr que au niveau de la commission ECOFIN, il y aura des améliorations.
c'est sûr que toutes les recettes que nous allons capter à travers les affectations que nous estimerons inopportunes, en tout cas les gros, nous les orienterons vers le secteur de la défense. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas une panacée. Parce que même hier, si ce qui était prévu à la défense nationale était effectivement arrivé jusqu'au dernier soldat, le militaire congolais ne ressemblerait pas à ce à quoi il ressemble. L'équipement militaire congolais ne serait pas comme là où il est aujourd'hui. Alors, le président, très peu de temps. Le président de la République l'a fustigé lui-même. Oui. Chaque fois qu'il en a eu. D'ailleurs, quand il était à Beni, il a parlé de la mafia. Rapidement, Alfred Maïcha, on va terminer. Et donc, on doit arriver à briser cette barrière. Et il n'y a pas que dans l'armée. La magistrature, parlons-en, non? Rapidement. Parce que c'est sur cette magistrature que nous allons nous appuyer pour mettre de l'ordre dans d'autres secteurs. Mais je vous ai dit que le budget de la magistrature est 2 fois supérieur à celui du Sénat. Alors, je voudrais avoir rapidement... Plus ou moins égal à celui de l'Assemblée nationale. Mais allez voir les conditions dans lesquelles se trouvent nos magistrats. Avant qu'on boucle, je voudrais avoir votre réaction. Le gouvernement a finalement expulsé l'ambassadeur rwandais, il faut dire après la reprise des combats au niveau du territoire de Rutshuru. Est-ce que vous pensez qu'il était temps de l'expulser? Bon, il était temps ou il était même tard. Nous sommes les seuls à pouvoir garder un espion à côté de nous, alors même que son maître nous déclare la guerre. Ailleurs, ça n'aurait même pas attendu 48 heures, à partir du moment où nous avions eu des soupçons que le Rwanda était derrière le M23, nous devrions déjà rompre nos relations diplomatiques. Cette expulsion peut avoir comme... Qu'est-ce que ça peut avoir comme nous conséquence? Nous l'avons fait. Qu'est-ce que ça peut changer? Seulement avant-hier. Mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce que ça peut changer? Bon, d'abord, nous n'avons pas cet espion à côté de nous. Voyez-vous? Et c'est aussi un signal fort à l'égard de l'adversaire. Il faut demeurer dans cette attitude. Mais pourquoi pas? Je l'ai dénoncé ici dans d'autres numéros. Comment nous sommes en train de signer des accords économiques avec Kagame? Kagame nous fait la guerre. J'avais dénoncé un accord qui donnait des jugements de l'assassinat à Kagame. Et j'ai fustigé que le jour où lui viendra, il n'ira pas au tribunal. Il venait par Kalachnikov. Il y est. Alors, l'émission est terminée, Alfred Maïcha. Je crois que je vais vous inviter dans un autre numéro. On va revenir sur la question. Il faut quand même dire que la population congolaise demeure mobilisée derrière les forces armées de la RDC qui font un grand travail au front, qui inquiète vraiment l'ennemi. Nous devons rester mobilisés avec notre armée. Et mine de rien, notre armée n'est pas si faible que ça. Avec un peu de pouce, nous irons loin. Et l'agresseur sentira à quoi ça ressemble. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, M. Christian. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde et restez fidèles au programme de Télé 50.